On y va. Désolée pour tous ces aléas techniques. Et puis, donc, bienvenue à tout le monde pour cette 4e et dernière séance du semestre donc de cette programmation scène, performance, théâtralité. Donc, séminaire qui se poursuivra entre septembre et décembre avec des dates qu'on vous enverra ultérieurement pour les dernières séances. Et donc, après avoir reçu en février le metteur en scène et pédagogue Raphaël Patou, qui est ici, c'est un plaisir qu'il y ait aussi un suivi sur des séances et même avec vous pour ceux qui viennent régulièrement maintenant depuis le début. Donc après avoir reçu Raphaël qui envisage la scénographie comme un espace pour jouer, puis en mars, le chercheur en études théâtrales Quentin Riwal autour de la notion de faire décor, notre séance d'avril nous avait permis de revenir sur la question de la relation scène-salle et les travaux donc, de Bénédicte Boisson autour de la notion de coprésence. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Sandrine Dubouy, qui est architecte des PLG et professeure des universités à l'université Bordeaux-Montaigne et à l'ENSA Paris-Val-de-Seine. Les recherches de Sandrine portent essentiellement sur la scénographie, l'architecture théâtrale, en particulier la question de la frontalité, je crois que tu as pas mal travaillé, et les équipements culturels. Et Sandrine a notamment publié l'ouvrage « Une architecture pour le théâtre populaire 1870-1970 » qui est paru en 2012, ainsi que divers articles sur l'histoire et l'analyse des lieux de spectacle. Vous dire d'ailleurs, petit aparté, que Bertrand de la bibliothèque est en train de constituer une veille bibliographique autour de scénographie qui est absolument passionnante et que vous pourrez trouver sur le site de l'école, en fait, où à chaque fois aussi on nourrit avec les références données par les intervenants. Donc, tu nous en avais donné un certain nombre. Et Bertrand a notamment donc, commandé aussi l'ouvrage de Sandrine qui va rejoindre la collection de la bibliothèque. Donc, tu t'es récemment intéressée à l'histoire des salles de spectacle du Trocadéro et à l'acoustique des salles dans le cadre d'un programme de recherche éco, écrire une histoire de l'oral. Et puis, tu t'es aussi intéressée aux lieux de spectacle et divertissement à Bordeaux entre le 18e et 21e siècle. Et tu auras aujourd'hui, tu préfères qu'on utilise le micro, c'est ça? Tu auras donc, je pense que fini, tu auras aujourd'hui pour répondant Marius Belmeguenaï, qui est architecte et étudiant en master scénographie à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Et Sandrine nous propose aujourd'hui une intervention intitulée « Le lieu théâtral, les architectes au service de la création dramatique, 20e, 21e siècle », lors de laquelle tu nous proposeras d'examiner des programmes récents pour apprécier en quoi le lieu théâtral, tout en restant contraint par une normativité liée aussi bien à la commande qu'à la réglementation, peut encore être le cadre d'innovation scénographique, architecturale et scénotechnique. Donc, vous voyez qu'on est parti vraiment du plateau, des questions liées aussi au jeu de l'acteur, qu'on est revenu à ce moment de transition entre décor et scénographie, fin 19e, début 20e, avec Bénédicte, qu'on a aussi réfléchi le mouvement de sortie des théâtres et de retour à la frontalité. Et donc aujourd'hui, ce dernier aspect qu'on souhaitait aborder ce semestre va donc plus concerner la question de l'architecture qui, pour l'instant, n'a pas encore du tout été abordée dans le cadre du séminaire. Voilà. Donc j'ai demandé à Sandrine d'être aussi un peu généraliste, pensant qu'il y aurait beaucoup d'étudiants de Camondo. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'architectes parmi vous, donc peut-être qu'il y a des choses, voilà, il faut voir après comment la discussion, évidemment, peut être redirigée en fonction de ce que chacun et chacune souhaite discuter avec Sandrine. Okay. Je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Laure, pour ton invitation. Et en fait, c'est drôle parce que je réédite un phénomène que j'ai déjà connu en quittant les études en architecture pour l'université, avec un désir d'entrer dans la critique d'objets récents, contemporains, et en me rendant compte que c'est quasiment impossible si on n'a pas planté un peu les cadres historiques. Et en fait, en t'entendant parler, je me suis dit, oh, je vais y avoir comme beaucoup d'histoires en fait, dans cette affaire-là. Mais bon, peut-être qu'effectivement, à la fin, l'ouverture, qui est vraiment dédiée à des projets beaucoup plus récents, va être l'occasion de discuter. Alors bon, j'avais prévu un peu large et puis la technique nous a fait perdre du temps. Je vais essayer je vais peut-être réduire encore. Toujours est-il que ce que vous voyez à l'écran, c'est un fameux théâtre qui a disparu sous les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, le Großes Schauspielhaus,
qui avait été dessiné par Hans Pölzig pour Max Reinhardt et qui est peut-être au fond représentatif de cette relation entre architecture et création dramatique où se concrétise dans le matériau architectural une pensée du théâtre qui se veut aussi prospective, expérimenter des nouveaux espaces, d'autres dramaturgies, et qui trouve une réponse architecturale monumentale. Alors moi, je vais vous montrer des projets aussi beaucoup plus modestes, mais voilà, ça me semblait intéressant de commencer cette réflexion sous l'égide de ce théâtre. Par ailleurs, ça s'appelle en gros le lieu théâtral, mais en ciblant la question architecturale, j'ai bien conscience que je prends qu'un tout petit bout du problème, en fait. Le lieu théâtral n'est pas réductible à l'architecture théâtrale. Moi, ce qui m'intéresse en tant que chercheuse, c'est l'architecture théâtrale surtout. Mais ce faisant, et ça ne défile pas, oui, bah oui. Et ça ne défile pas quand même. C'est pas grave, on va prendre la petite... hop, ça va aller comme ça. Je sais que je laisse de côté des choses importantes, notamment les lieux investis par les artistes. Bon, en fait, on les recroisera parce qu'ils sont quand même toujours là. Ce sont deux mouvements qui se sont côtoyés tout le long du XXe siècle et qui se côtoient encore, à savoir des lieux que l'on construit à partir de programmes qui viennent d'une commande, d'une maîtrise d'ouvrage en France principalement publique, et puis des artistes qui s'installent ou qui font construire des théâtres. Donc là, j'ai pris un des plus fameux, qui est le Roland Furieux, mis en scène par Ronconi au Halles de Paris avant leur démolition, parce que cet exemple a été très inspirant, certes, pour beaucoup d'artistes, mais pour les architectes aussi. Mes professeurs en parlaient encore 20 ans après, comme étant pour eux quelque chose qui les avait marqués, qui à un moment donné a dirigé leur propre recherche. Donc, on va voir qu'ils ne les ont pas poursuivis totalement, mais quand même. Je laisse de côté aussi les projets de papier, qui sont pourtant très, très intéressants, parce que, puisqu'ils ne se réalisent pas précisément, eh bien, ils n'ont pas de concession à faire. Ils expriment assez brutalement la réponse à un problème qu'ils identifient. Ici, vous voyez un projet un peu extraordinaire qui, heureusement, n'a pas été construit, j'ai envie de dire, pour l'Expo universelle de 1937, projet breveté, dans lequel les deux auteurs, Paul Castan et Roger Souchère, architectes et auteurs dramatiques, envisagent une salle annulaire, c'est-à-dire que la scène est autour et ce qui pivote, c'est tout le cylindre central avec le parterre et ses balcons superposés, donc un truc énorme à monter sur une vis sans fin que l'on devine un peu ici, et qui donc se positionnerait devant cette scène périphérique, elle-même dotée de tournettes, de cintres et de sous. Alors, pourquoi ce délire ? Pour faire plus de 300 effets spectaculaires en une seule soirée, nous disent-ils. Et pourquoi donc ? Eh bien, pour concurrencer le cinéma, qui pour eux va reléguer le théâtre dans une immobilité insupportable pour les spectateurs. Et beaucoup de recherches de papier sont aussi des recherches cinétiques sous la poussée de ce nouvel arrivant qui est le cinéma et qui laisse metteurs en scène et autres commentateurs un peu dans le doute. Donc, ces projets m'ont toujours intéressée, mais aujourd'hui, je vais vous parler que de choses réalisées. C'est pas possible pour moi de vous parler de ce que je fais et de ce que je vous présente aujourd'hui sans revenir sur mon parcours, parce que j'ai eu la chance en dernière année d'études en architecture à Paris-Villemain de croiser de grands professeurs, Valentin Fabre, Jean Perrotet, son acolyte que vous voyez sur l'image à gauche, avait déjà pris sa retraite, mais je l'ai rencontré plusieurs fois. J'ai eu souvent l'occasion de discuter avec lui. Et dans ce cours d'architecture des équipements culturels, qui était couplé à un cours de scénographie, on apprenait à concevoir des théâtres selon les modèles qu'ils avaient établis et dont vous voyez deux très belles représentations, que sont le théâtre de la Ville en 68 et 20 ans plus tard, le théâtre de la Colline. Mais surtout, ce qui m'a frappé, ce que j'ai compris bien après, c'est qu'on apprenait à comprendre les usages et les usagers multiples qui participent à la vie d'un théâtre. Certes, les spectateurs et les artistes, mais aussi les techniciens, les administrateurs et tout ce qui gravite autour de cela. Aujourd'hui, en tant que chercheuse, je me rends compte que c'est ce que je fais. Quand j'écris l'histoire architecturale des salles du Trocadéro, par exemple, je suis vraiment en quête de comprendre comment les usagers se sont saisis de ces espaces, les ont transformés et ont généré des nouveaux désirs.
Et en fait, je me rends compte, après bien des années, que je le dois à leur éthique, puisqu'ils étaient eux-mêmes des spectateurs avertis et qu'ils travaillaient la main dans la main avec les metteurs en scène. Et voilà, c'était vraiment des gens très, très proches des métiers qu'ils servaient. Mais l'autre moment important de ma formation, ça a été mon diplôme sous la direction d'Alberto Catani, qui était leur associé et qui, à ce moment-là, d'ailleurs, se séparait de leur agence, qui avait invité à mon jury de diplôme un très grand metteur en scène qui est Niki Rieti. Alors, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, de penser que j'avais Niki Rieti dans mon jury de diplôme et de ne pas m'en être servi plus que ça, j'en suis malade. Mais il m'a dit des choses très importantes qui, à l'époque, me mettaient un peu la tête à l'envers. Par exemple, cette remarque sur l'Odéon, où il m'a écrit une lettre où il me disait « Pensez-vous vraiment que l'Odéon, symbole d'une classe bourgeoise assoupie, aurait pu devenir le lieu de contestation efficace qu'il a été en 68 s'il avait été composé d'un grand gradin face à une scène immense ?» Autrement dit, tout ce que je venais d'apprendre, quoi. Et je ne savais pas répondre à cela parce que c'était nouveau d'être déjà dans la critique en fait, de ce que je venais d'apprendre. Et au fond, je suis rentrée à l'université au lendemain de ma soutenance de diplôme d'architecte pour essayer de comprendre tout cela. Ça faisait trop de questions. Et d'ailleurs, je suis rentrée dans un département d'art de la scène. Je n'ai même pas pensé que j'aurais pu aller en histoire de l'art. Pourtant, après, je suis devenue historienne. Mais je voulais être proche de ceux qui étudient et qui pratiquent le théâtre contemporain parce que c'est ce que j'avais appris avec Fabre et Perrotet, en fait. Il fallait être proche des usagers. Voilà. Donc, je suis rentrée à l'université avec l'idée de répondre à cette question restée insoluble. Mais pourquoi construit-on des théâtres, en fait puisque les artistes sont si bien en dehors des théâtres, pourquoi les architectes continuent-ils à construire des théâtres? D'ailleurs, quand je suis arrivée à Paris 8 et que j'ai dit, tout le monde m'a demandé ce que je faisais là, l'architecte, là, et j'ai dit, voilà, moi je viens étudier le théâtre frontal. Personne ne savait ce que c'était. Donc je poussais un peu plus loin en disant, oui, si, vous savez, le théâtre de la ville, le théâtre de la colline. Alors là, mais c'est totalement inintéressant, ce qui me vexait beaucoup parce que mes professeurs m'avaient quand même fait passer des messages très importants. Je savais qu'ils avaient été vraiment des militants du théâtre populaire dans les années 60 et qu'il y avait autre chose, en fait, derrière cette quête. Voilà, donc, eh bien, comme aujourd'hui, avec une intention critique initiale, je me suis retrouvée historienne parce que j'ai compris qu'en fait, on ne peut pas rentrer dans la critique des architectures d'aujourd'hui sans comprendre leur histoire. Elles ne sont pas que des formes, elles sont nourries de tout un tas d'ambitions qui ont été plus ou moins validées par la pratique. Mais voilà, je vais revenir là-dessus. Alors, à la suite de ça, j'ai fait donc une thèse totalement historienne pour raconter l'histoire de ce modèle architectural nouveau que personne n'avait vu, en fait, alors qu'on en avait construit ou aménagé pas loin de 1500 en 15 ans quand même sur notre territoire, ce qui est considérable. Et ça, un siècle de débat pour savoir s'il faut mettre les gens en face de la scène, ce qui est quand même... Et souvent, les thèses, il y a des questions un peu naïves au départ. Enfin, en tout cas, la mienne était très naïve. Et j'ai découvert que énormément de sources, énormément de traces et d'avancées, reculades, oui, mais quand même, on ne peut pas, enfin voilà. Et dont la transformation du théâtre de la ville, enfin, la transformation, pardon, du théâtre Sarah Bernard que vous voyez à gauche en théâtre de la ville que vous voyez à droite, c'est-à-dire en 68, Fabre et Perrotet vide entièrement l'intérieur du théâtre Sarah Bernard pour construire ce grand gradin d'une seule volée, ce qui est à la fois une prouesse technique et un véritable manifeste. Eh bien voilà, pour moi, c'est vraiment l'image et l'aboutissement de ce siècle de réflexion où on ne tergiverse plus. On est en 68, on peut aller très vite. Ils font ça en un an, ce qui est énorme, sortir un projet comme celui-ci en si peu de temps. Et donc, on donne forme à tout un tas de questionnements et de réflexions qui tournaient en boucle depuis un siècle. Alors, comme l'a dit Laure, cette recherche de doctorat a pris forme dans un ouvrage où j'ai axé vraiment sur la question de la démocratisation culturelle et du théâtre populaire. Ce n'est pas la seule question, on va le voir, mais parce que j'ai commencé cette étude sur les années 1870, c'est-à-dire après la Commune de Paris,
la recherche d'un lieu de pacification qui puisse rassembler tout le monde, qui ne soit plus humiliant pour les classes sociales les moins favorisées, enfin bref, tout ce qui germe dans cette fin de 19e siècle. Ça a été quand même le fil rouge que j'ai tiré pour cette recherche et qui me semble encore valable, même si dans les années 80, ce qui fait qu'on va choisir ce modèle, c'est tout à fait autre chose. Cet idéal-là, il est disparu, en fait. Alors, la bibliographie n'est pas lourde. Le sujet est rare. Et pour tout dire, moi, j'ai commencé ma thèse avec 5 livres dans ma bibliographie, ce qui n'est pas très, très confortable. Parmi lesquels celui-ci, de Georges Isnour, Theater Design, paru en 1977, qui reste une somme inégalée sur le sujet. Plus de 600 pages qui retraversent 2000 ans, 2500 ans d'histoire, des planches de dessin avec notamment cet usage qu'il fait des coupes perspectives qui existaient avant lui, mais qu'il réactualise, dont il refait l'outil principal. Et puis d'autres pages très techniques sur le métier d'architecte, sur l'acoustique des salles. Enfin, voilà, c'est un livre assez complexe qui est vraiment conçu comme un guide pour les praticiens, mais aussi pour les historiens. Alors moi, j'aime beaucoup ce livre d'Isnour et en même temps, je lui trouve tout de suite un défaut. Le défaut, c'est d'être focalisé sur la scénographie. C'est-à-dire que, comme on le voit très bien sur ce genre de représentation, tout tient sur le bloc scène-salle. Et au fond, tout ce qui est autour, toutes les parties publiques notamment, sont neutralisées, sont effacées. Quand on pense à des bâtiments comme l'Opéra de Paris, par exemple, je parle de Garnier, c'est enlevé 70% des espaces construits. Donc, c'est une vision très scénographique qui correspond à son temps, celle des années 70, où la scénographie, effectivement, s'épanouit, et où penser cette relation scène-salle en termes géométriques et acoustiques, mais surtout en termes visuels, eh bien, est le principal propos défendu par cet auteur et beaucoup d'autres. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de successeurs. Hein. Vous avez, par exemple, en 1989, l'ouvrage de Gaël Breton, Théâtre, ouvrage bilingue d'ailleurs, français-anglais, qui est quand même très intéressant parce qu'il s'ouvre par des entretiens avec des metteurs en scène. Et d'ailleurs, j'en prélèverai quelques extraits. Et le plus récent d'entre eux, et d'ailleurs, je vois que je me suis trompée, pardon, il est paru en 2021, et celui-ci, Modern Theatres, je ne l'ai pas encore eu en main, je ne peux pas vous en parler, je sais juste qu'il recense plusieurs projets de salles contemporaines à travers le monde, parce que c'est une des particularités de cette étude des salles de spectacle, c'est qu'elle est souvent internationale, en fait. Et paradoxalement, quand on veut vraiment l'étudier, on retombe au contraire sur la compréhension de contextes très spécifiques liés à la commande. Et du coup, on ne peut pas vraiment l'internationaliser si vraiment on veut comprendre comment toutes ces choses fonctionnent. Bref, je rapproche aussi 2 autres ouvrages. Ça peut peut-être vous étonner que je mette dans le même panier un ouvrage de 1963, Le lieu théâtral dans la société moderne, qui a été mon livre de chevet pendant la thèse, et qui reste pour moi un livre dans lequel on peut toujours puiser des données, en fait. C'est les actes du colloque de Royaumont qui s'est tenu en 61, et il y a beaucoup de textes fondamentaux étaient réunis, des architectes, des metteurs en scène, des acteurs, des scénographes déjà, qui s'exprimaient sur le devenir du lieu théâtral. Et le devenir du lieu théâtral, c'est aussi le propos de l'étude de Yann Rocher, qui lui, pour le coup, s'est intéressé à ces projets de papier que j'évoquais en préambule. Et ce qui, pour moi, les rassemble, pour parler comme ça globalement du sujet, c'est leur dimension spéculative. Au XXe siècle, on s'est beaucoup demandé ce qu'on ferait si on pouvait faire autrement. Et soit en le dessinant, soit en parlant, soit en le racontant. Il y a beaucoup de textes qui parlent de l'architecture de demain qui ne sont pas accompagnés du moindre dessin. Hein. Et je crois que c'est ce qui peut les rassembler et montrer que cette dimension spéculative, non advenue, non aboutie, est vraiment très importante dans ce type de recherche. Alors, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, je voudrais parler juste de petites expériences pédagogiques, parce que moi, j'ai beaucoup enseigné en université à des étudiants qui voulaient être soit metteurs en scène, soit acteurs,
qui se souciaient mais pas du tout de scénographie, et alors encore moins d'architecture. C'était le dernier de leurs soucis. Et quand j'arrivais avec mon sujet, je n'emportais pas l'enthousiasme immédiatement. Et on n'y comprend rien, on n'y connaît rien, voilà. Et donc, pour les faire entrer dans ce sujet, je m'appuyais sur un petit exercice que raconte Georges Perec dans Espèce d'espace sur les lieux où il a dormi. Je ne sais pas si vous avez essayé déjà de faire l'inventaire des lieux où vous avez dormi. Et c'est vertigineux. Et en fait, je leur disais, allez, vous allez réfléchir à tous les lieux où vous avez vu des spectacles. Et là, ils se rendaient compte qu'ils étaient riches d'une véritable expérience. Expérience qu'après, nous pouvions commenter, ordonner, classifier, dérouler dedans, dans des lieux dédiés, non dédiés. Voilà, on pouvait commencer à faire des classifications intéressantes. Et puis, je leur soumettais un autre exercice très bête, comme ça, un petit peu sur le papier. C'était « Dessine-moi le théâtre de tes rêves ». Exercice faussement naïf que je demandais aux étudiants de master et que je vous partage parce que je crois qu'il disait l'essentiel de ce que je veux partager avec vous. Pour ces étudiants qui ne savaient ni concevoir ni représenter l'espace, tout partait évidemment de ces usages rêvés, parce qu'ils étaient par ailleurs des spectateurs avertis, des praticiens de la scène pour certains. Et donc, comprendre qu'il y a un lien entre l'usage et l'espace, c'était déjà énorme en fait. Mais je crois que ce lien, il est souvent perdu en fait. Quand on étudie les théâtres, il a tendance à disparaître dans des études focalisées sur le bâtiment théâtral ou focalisées sur les artistes, mais c'est rare en fait qu'on s'attache à faire les deux. Et donc ça, c'est très important. Et puis, comme je l'ai fait pendant plus de 10 ans, cet exercice, j'ai vu passer toutes les modes en fait. Certes, tout ce qui a trait à la création, avoir des lieux pour créer, des espaces pour dormir, des ateliers, etc. Ou même pas de théâtre, en fait. Pour certains, ils ne voulaient pas de théâtre. Pour eux, l'avenir du théâtre, c'était qu'il n'y ait pas de théâtre. Et puis aussi, tout ce qui était lié à l'environnement, à l'économie circulaire, aux lieux partagés, etc., fonctionnement collectif. Vous voyez, en fait, c'était intéressant de voir que derrière cet exercice un peu naïf, comme je disais, se révéler des grandes questions sociétales. Et je crois que c'est ce qui me paraît aussi très important d'étudier. C'est-à-dire, bien sûr, l'objet architectural en soi, il est étudiant, il est étonnant, mais la façon dont il résonne, en fait, avec tout un tas de préoccupations, ne pas l'isoler, ça me paraît être une valeur à chercher assez régulièrement. Donc moi, il y a cette histoire de modèle là, qui me trotte dans la tête depuis mes études en architecture. Donc, pour tout vous dire, j'ai passé mon diplôme en 1995. Vous voyez qu'il y a des obsessions qui peuvent être très durables, surtout quand on ne peut pas les résoudre, en fait. Et puis, parce qu'il y a cette tradition scientifique que vous trouverez dans de nombreux ouvrages de réduire 2000 ans d'histoire en 4 dessins. Voilà. Et le plus grand réducteur de l'histoire, à mon avis, a été Louis Jouvet, dont d'ailleurs j'ai fait disparaître le nom. C'est un acte manqué qui en dit long, à mon avis. Pourtant, ces archives m'ont beaucoup intéressée parce que Louis Jouvet était acteur, metteur en scène, formateur au Conservatoire national d'art dramatique. Et il voulait écrire un traité d'architecture théâtrale, dont certains fragments ont été publiés à plusieurs reprises, notamment cette théorie des ordres ou les diagrammes dramatiques. Il utilise les deux. Et selon les versions, il y a 3 ou 4 ordres identifiés. L'ordre gréco-romain, l'ordre médiéval, l'ordre élisabétain et l'ordre italien. Alors moi, je suis très en guerre contre l'ordre gréco-romain, contre la réduction du théâtre à l'italienne, ce qu'on appellera la théâtre à l'italienne sur la base de Palladio. Enfin bon, voilà, je peux tenir 2 heures là-dessus, mais ce n'est pas ce qu'on va faire. En tout cas, il a enclenché quelque chose qui s'est perpétué, que vous trouverez dans de nombreux ouvrages, et qui ont aussi comme défaut d'attirer notre attention sur des monuments architecturaux, c'est-à-dire, voilà, on va chercher l'archétype. Et ayant eu la chance de travailler avec des historiens du XVIIIe et du XIXe siècle, ils m'ont soumis quantité de choses bizarres, de lieux de spectacle qui ne rentraient dans aucune de ces catégories,
parce que ça correspondait à des périodes où on hybridait les usages précisément, on hybridait les formes artistiques, on hybridait aussi les programmes. On n'hésitait pas à faire du logement et du théâtre, des choses comme ça. Et donc, s'il y a quelque chose à la fois juste, si vous voulez, dans cette espèce de recherche de solutions valables à travers l'histoire, et en même temps qui a le défaut de gommer tout un tas de particularités qu'il est presque impossible d'ailleurs de recenser dans toute leur diversité. Alors le premier de ces théâtres frontaux de l'histoire moderne, en tout cas, c'est Bayreuth, avec donc son fameux gradin face à une scène, une scénographie remarquable. On a perdu plus ou moins la mémoire du nom des architectes, Rungwitz et Brugwald, mais certainement pas du commanditaire, Richard Wagner, qui très tôt dans sa carrière de compositeur a eu ce désir d'un lieu différent où donner ses drames parce qu'il n'était pas satisfait de l'architecture de son temps. Il y a eu avant Bayreuth d'autres cas de théâtre avec un grand gradin, l'Odéon, encore lui, pendant la Révolution française, est doté d'un grand gradin pour le théâtre dit de l'égalité. Voilà, et pourtant il est tout neuf, hein, l'Odéon à ce moment-là, mais on construit quand même un gradin temporaire. Et puis j'en ai trouvé d'autres traces à d'autres endroits. Bref, mais quand même, à Bayreuth, il se passe quelque chose d'un petit peu différent, qui est justement d'introduire une nouvelle relation entre la scène et la salle. En fait, il invente les spectateurs que nous sommes devenus, des spectateurs qui acceptent de s'installer dans le noir face à une scène et de faire en sorte que la sortie au théâtre soit principalement dédiée au fait d'aller voir le spectacle. Alors, c'est un prototype dont la géométrie est parfaite, si vous voulez, sans concession. Ce plan en éventail, cette coupe, on va la retrouver, par exemple, dans les dessins de Valentin Fabre, lorsqu'il nous faisait cours à Paris-Villemain, et nous définissait les enveloppes géométriques moyennes à respecter pour construire un théâtre. On pourrait aujourd'hui refaire un traité d'architecture qui dirait toutes les règles du bien construire des théâtres. D'ailleurs, si on écoute les techniciens de théâtre, je pense qu'il faudrait le faire parce qu'ils sont toujours assez fâchés après les architectes. Hein. Vous savez bien qu'on a tous entendu parler de l'inévitable escalier qui mène à la scène pour ne pas pouvoir monter un piano à queue ou de ces balcons où on a une vue imprenable sur les passerelles lumière. En plus, non seulement c'est dit, mais c'est vrai. Voilà. Et donc, en fait, nous, on avait des cours assez simples en fait, sur les règles géométriques minimales à observer pour réaliser ce type d'architecture dont on connaît totalement, encore une fois, la grande typologie et le fonctionnement moyen. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'autre salle contemporaine exactement de Bayreuth, c'est l'Opéra de Paris, de Charles Garnier. À quelques mois près, c'est à la même époque. Et je trouve assez pertinent de remarquer ce qui se passe en fait dans la confrontation de ces deux objets. À l'Opéra de Paris, nous avons un théâtre de la commande, une commande impériale, tout ce qu'il y a de plus institutionnel et qui va révéler une image d'ailleurs voilà, qui s'affiche dans la ville et que nous pouvons encore considérer. Et puis, c'est l'apogée du modèle dominant d'alors, du théâtre à l'italienne, que Garnier perfectionne d'ailleurs en inventant le rouge et or que nous avons gardé dans l'imaginaire collectif comme étant la couleur du théâtre. Et à Bayreuth, le théâtre d'un artiste. Je vous ai dit, on va tout le temps les croiser ensemble en fait, qui lui invente tout à fait autre chose, un autre modèle. Bon, Wagner n'avait pas prévu qu'il faisait le prototype de tous les théâtres construits à la fin du XXe siècle, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Un modèle s'éteint, un autre apparaît. Il faudra très longtemps pour que l'inspiration wagnérienne trouve véritablement sa place. Et d'ailleurs, on va voir quel va en être le véritable moteur. Ça n'est finalement peut-être pas tant le théâtre populaire et la démocratisation culturelle que le tournant esthétique qui est pris au début du XXe siècle et qui s'affirme dans les années 80. Pour la petite histoire, parce qu'il faut bien que je case mon Trocadéro quelque part quand même, dans les mêmes années, la salle des fêtes du Trocadéro, en 1878, réalise, d'une manière assez contestée déjà à son époque, ce désir de la grande assemblée, 5000 places. Alors, c'est le modèle réduit d'un grand
amphithéâtre qui était prévu pour accueillir 10 000 spectateurs place de la République. On en fait la moitié. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, réaliser cette assemblée, ça ne veut pas dire gommer les différences sociales. Ça veut dire que si vous êtes assis au parterre, si vous êtes assis dans la première loge la première couronne de loge fermée ou la seconde de loge ouverte ou à la tribune ou encore ici dans les places les plus défavorables sous les fenêtres, eh bien forcément s'exprime une hiérarchie sociale qui essaye malgré tout de résoudre des conditions de confort à peu près pour tout le monde. Très relative, hein. Le spectateur le plus éloigné de la scène est à 70 mètres de la scène, ce qui est énorme. Mais c'était un lieu de concert qui est devenu le siège du premier théâtre national populaire en 1920. Il n'était pas prévu pour ça et il disparaîtra en 1937. Pour autant, ce n'est pas tellement, comme je vous le disais, la question politique qui va véritablement générer le renouvellement formel. Enfin, disons que ça fonctionne ensemble. C'est la question esthétique, avec le tournant pris par la modernité qui dit que désormais le théâtre est un art et la représentation théâtrale une œuvre. La plus célèbre des critiques de l'époque est celle d'André Antoine, fustigeant les salles dites à l'italienne, qui se composent toutes de la même manière, d'un rez-de-chaussée, d'un nombre variable d'étages, où l'on ne voit rien, où les spectateurs sont assis les uns en face des autres, écrit-il, je vais passer un petit peu vite, où il dénonce en fait l'inconfort de ces salles où l'on doit se pencher dans le vide. Il faut quand même savoir qu'à sa création, le théâtre de l'Odéon accueillait le double de spectateurs qu'aujourd'hui. Donc, la masse humaine qui était présente était effectivement très différente de celle que nous connaissons actuellement. Et puis, en fait, dans ce désir d'être assis en face, de voir mieux, voilà, s'affirme la priorité de la visibilité, qui n'était pas la préoccupation des prédécesseurs. On allait au théâtre pour autre chose, vous le savez bien, que n'a-t-on dit sur ces salles à l'italienne où l'on allait pour se montrer, régler toutes sortes d'affaires. Là, la question du visible devient absolument prioritaire. Antoine écrit: on peut donc avancer sans se tromper que sur 1200 personnes, il y en a 600, 300 à droite, 300 à gauche, qui ne voient pas le spectacle dans son intégralité. Tout l'art des décorateurs, toute la partie pittoresque du spectacle est perdue, ce qui est bien dommage pour celui qui est en train d'essayer précisément de rénover cette esthétique scénique. En vis-à-vis de cette citation, j'ai mis un extrait d'un ouvrage que j'aime beaucoup de Gérard Moinet qui s'appelle Trucs et décors, où il raconte tous les trucs, tous les effets spéciaux de son époque. Et j'aime cette image parce qu'on voit la scène et la salle, en fait. C'est assez rare qu'on voit le public. On voit ces places de côté, ces spectateurs qui, pour certains, tournent même le dos à la scène, hein, quasiment, et qui sont évidemment en pleine lumière puisqu'on n'éteignait pas la salle. Ce livre, s'il vous intéresse, il est en libre accès sur Internet. Étonnamment, on n'a pas résolu la question du visible si vite que ça, comme je vous le disais, parce qu'il faut attendre quand même vraiment l'après-guerre. Mais tout de suite s'est greffée une autre préoccupation, celle du flexible. Puisqu'on est parti pour tout changer, pourquoi ne pas réinventer totalement l'espace théâtral et même se débarrasser au fond de l'outil scénique, de cette scène à cage de scène. Et bon, là, je cite un texte très connu d'Edward Gordon Craig dans les années 20, qui écrit « Une nécessité m'a paru, le théâtre doit être un espace vide avec seulement un toit, un sol, des murs. À l'intérieur de cet espace, il faut dresser pour chaque nouveau type de pièce une nouvelle sorte de scène et d'auditorium temporaire. Nous découvrirons ainsi de nouveaux théâtres, car chaque type de drame réclame un type spécial de lieu scénique. » On est au tout début du XXe siècle. Ces paroles n'ont aucune chance d'être entendues. Hein. Ça reste, comme beaucoup de textes de Craig et Appia, totalement incompréhensibles dans leur temps. Et d'ailleurs, Craig n'a pas dessiné de théâtre idéal, en tout cas pas à ma connaissance. Néanmoins, quand il invente ces fameux screens en 1907, l'outil qu'il envisage n'est déjà plus l'outil traditionnel. Il envisage un plafond et un sol entièrement mobiles composés de prismes coulissants. Et bien entendu, ça n'est pas réalisé dans son temps. Ça n'est toujours pas réalisé à ma connaissance, en tout cas pas la partie supérieure. Au contraire d'Adolphe Appia, qui lui a
écrit un projet de théâtre idéal, un texte qui s'appelle Mon théâtre populaire, le théâtre populaire, et qui a participé à la réalisation effective d'un lieu exceptionnel qu'est le Festspielhaus d'Elro pour Émile Jacques Daltrose, une boîte entièrement blanche, flexible, atypique et de ce fait d'ailleurs assez passionnante. Mais avant, même si Craig nous met sur la voie de l'innovation, je me suis rendu compte en lisant plusieurs auteurs que la première idée, c'était de retrouver des formes architecturales et scénographiques qui permettent d'accueillir des répertoires devenus injouables. Parmi celles-ci, par exemple, le répertoire antique, qui ne pouvait guère trouver sa place dans les théâtres à l'italienne. Et je vous avouerai, quand on m'avait demandé une image, je disais, oh là là, moi j'ai rien, j'ai un bout d'Épidore. Voilà. Et en même temps, je n'étais pas satisfaite de ça parce qu'Épidore, c'est un vrai problème en fait. Je ne voulais pas faire ce qu'ont fait tous les autres, c'est-à-dire, ah, Épidore. Pourquoi? Parce qu'Épidore, c'est un prototype, nous dit Jean-Charles Moretti, archéologue, d'où sa géométrie absolument parfaite, qui n'a pas eu à composer avec quoi que ce soit. On trace merveilleusement cette courbe. Mais dans l'imaginaire collectif, Épidore, c'est Athènes. Voilà. D'ailleurs, mes professeurs, quand ils nous parlaient des salles à gradins du théâtre Frontal, pour eux, ils faisaient des petits Épidores. Or, scénographiquement, excusez-moi, mais moi, quand je suis au théâtre de la Colline, je n'ai pas l'impression d'être à Épidore. Je ne vois pas le lien, en fait. Mais c'était ce fantasme démocratique qui perdurait. Alors là, il y a une littérature inépuisable sur le sujet. Et beaucoup de paresse aujourd'hui encore pour reconnaître qu'Épidore, ce n'est pas Athènes, que le IVe siècle avant Jésus-Christ, ce n'est pas le 5e, que cet anachronisme et cet écart géographique ne devraient plus être perpétués, même si dans notre imaginaire franco-français, ça fait bien Épidore pour parler du théâtre antique grec. Et je vous montre la restitution qu'a fait Jean-Charles Moretti du probable théâtre d'Athènes, en bois, trapézoïdal, terre battue. On est loin du modèle cosmogonique parfait épidorien. Retrouver les configurations du passé, là aussi, c'est des choses qu'on observe dans pas mal de projets. D'ailleurs, même y compris le projet de Gropius et Piscator, assez connu de théâtre total. Et par exemple, ici, la Maison de la Culture de Saint-Étienne, j'ai beaucoup étudié en fait les maisons de la culture l'après-guerre. Et pour eux, la salle en gradin que vous voyez en haut, c'est Épidore. Et la salle que vous voyez en 6, c'est le théâtre élisabétain. Voilà. Donc, même si on se projette aussi vers du théâtre en rond, etc., on a toujours en tête qu'on pourrait redonner place à des répertoires qu'on ne peut plus jouer. Shakespeare, on ne pouvait plus jouer Shakespeare du tout, bien sûr, dans la salle traditionnelle. Rapide anecdote, mais qui peut être sujet à discussion. Moi, j'ai eu à travailler sur le premier manuscrit de mise en scène de Lorenzaccio, d'Alfred de Musset. Je ne sais pas si vous connaissez cette pièce, elle est proprement injouable. C'était le but de Musset, de faire une pièce injouable, puisqu'il intrigue au moins 3 choses. Il mêle 3 intrigues, il change de lieu à chaque fois. Une scène se passe à Florence, après on est ailleurs, on est dedans, on est dehors. Enfin bref, c'est un casse-tête pas possible. Donc, elle n'a pas été portée à la scène de son vivant. Et c'est Sarah Bernard qui, la première, s'en est saisie pour la mise en scène. Et elle a confié ce texte à un librettiste, Armand d'Artois, qui a pris ses petits ciseaux et a coupé le texte imprimé de manière à remettre ensemble tout ce qui va ensemble. Acte 1, nous sommes à Florence. Acte 2, nous sommes chez les Strozzi. Acte 3, nous sommes chez le Duc. Autrement dit, tout ce que Musset avait fait, il l'a complètement défait pour se mettre dans son temps scénographique, qui est la scène à l'italienne, les tableaux scéniques et une image cohérente qui correspond à chaque tableau. Je vous assure, c'est un vrai jeu de massacre. Et tout ce qui ne rentre pas là-dedans est évacué. Voilà, comme ça, il manque une partie de l'intrigue, par exemple. Donc, c'est assez drôle, mais je n'ai jamais trouvé d'exemple plus parlant de la relation entre architecture et dramaturgie, en fait, et de cette impossibilité, de ce conflit entre l'espace et le texte, que cette première mise en scène qui m'avait vraiment beaucoup intéressée à étudier.
Voilà, donc je vais aller plus vite. L'autre enjeu, et Craig nous mettait effectivement sur cette voie, c'est aussi d'inventer des nouvelles formes. Ça, c'est le grand désir des années 50. On va faire naître un drame nouveau. En fait, bon, quand on lit les textes des auteurs de la seconde moitié du XXe siècle, si je laisse de côté les écritures de plateau ou les écritures de spectacle, ils n'ont pas appelé de leur vœu une nouvelle spatialité, hein. Pas vraiment. Enfin, en tout cas, ça ne m'a pas frappé. Mais en tout cas, on commence à envisager des espaces vraiment flexibles. La plus ancienne de ces salles dites transformables, c'est le théâtre de Mannheim en 1951, qui va connaître d'autres prolongements. C'est d'ailleurs l'autre typologie du XXe siècle, la salle frontale et la salle transformable, dont par exemple sur le sol français, en 1975, la transformation du Trocadéro de la salle de 1937 par Fabre et Perrottet, encore eux, on va les croiser souvent, hein, pour faire cet espace dit modulable. Vous voyez, ils gardent la cage de scène qui est ici. Ils enlèvent toute la salle qui était un grand gradin avec balcon de 2700 places. Et là-dedans, on est censé pouvoir faire toutes les configurations. Vous noterez aussi l'environnement des spectateurs. Cette serrure noire partout, de la technique partout. Ça, c'était le rêve des hommes de théâtre de l'époque, d'avoir des espèces de studios de tournage avec aucun signe ornemental ni décoratif. On pouvait se brancher partout, etc. Bon, dans les faits, Chaillot ne bouge plus depuis très longtemps. Et de toute façon, on va bientôt disparaître. On va bientôt connaître la 4e grande salle de Chaillot. Et je doute, de vous à moi, je crains que les mêmes problèmes se répètent. Parce qu'en fait, juste, c'est trop grand. En fait, c'est le problème de Chaillot, c'est que c'est trop grand. Depuis 1878, c'est trop grand, en fait. Mais bon, c'est comme ça. Et il faudrait que je finisse mon livre très vite, en fait, pour pouvoir le donner au maître d'œuvre en disant c'est beaucoup trop grand, ça a toujours raté. Je vous préviens, en 78, ça a raté, en 37, ça a raté, en 75, ça a encore raté. Mais comme je suis moi-même très lente et que je sais qu'ils ont déjà planché, je crois que même les lauréats ont été désignés, ben voilà, tant pis, on verra bien. On saura. Alors, parmi les exemples quand même fameux d'usage de la transformabilité, Lapin chasseur en 1989, personnellement, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu le DVD. Et bizarrement, ça marche aussi. Le principe, en profitant de cet espace évidé, on peut faire un bifrontal, mais un bifrontal un peu spécial, puisque les deux parties de la salle ne se voient pas. Une partie de la salle assiste à un bout du spectacle, tandis que l'autre assiste à l'autre. Autrement dit, la même chose vue sous deux angles différents, le côté cuisine et le côté restaurant. Et à l'entracte, on switch, ce qui était côté restaurant passe côté cuisine et inversement. Et même en DVD, ça fonctionne. C'est-à-dire que vous recevez le spectacle une première fois, et bon, bah, vous riez un peu parce que Deschamps et Makiev, c'était drôle, hein. De toute façon, c'était un peu clownesque, un peu circassien, un peu étonnant. Et puis, vous le revoyez. Et là, vous faites une double réception. Vous voyez ce que vous avez sous les yeux et vous revivez ce que vous avez vécu. Oui, c'est le public. Ouais. Non, la scène est fixe, une grosse installation. Ouais. Voilà. Et si vous avez l'occasion, je vous invite à regarder le DVD de Lapin chasseur parce que d'abord c'est agréable et puis en plus scénographiquement, je crois que ça reste quand même une expérience très intéressante et très rare d'utilisation de cette forme de bifrontalité assez étonnante. Néanmoins, avant qu'on se décide à faire des salles frontales et des salles transformables, il y a toute une partie du temps où il ne se passe rien. Après la Seconde Guerre mondiale, le parc architectural est dans un état désastreux. Il y a eu certes les bombardements, les dévastations liées à la guerre, mais aussi beaucoup d'abandon de ces salles construites sous la Troisième République, nombreuses. Certaines cédées au cinéma. Beaucoup de théâtres ont été cédés au cinéma. Et donc, le mot d'ordre, en fait, si vous voulez, dans les années 50 et même encore 60, c'est de dire, s'il vous plaît, architectes, ne construisez pas. Par exemple, André Villiers ouvre ainsi le colloque Architecture et Dramaturgie en 1948, qui sera publié en 1951, en disant « Peut-être a-t-on déjà bâti pour des siècles des lieux scéniques où l'acteur n'aura rien à mettre. » Point de suspension, stop.
Roger Planchon, en 1959, dit que l'architecte pousse son travail jusqu'au point où il nous laisse entre les mains un instrument de travail sans forme préconçue, que là, les scénographes, les metteurs en scène, les comédiens, les décorateurs travaillent pendant un certain temps. Après quoi, sur des expériences, on pourra peut-être dégager des règles et des constances pour une architecture définitive. Donc, il urge de ne rien faire, en fait, de laisser venir ces dramaturgies nouvelles, ces scénographies nouvelles, et de ne pas s'embarquer dans des choses trop définitives et figées dans le béton. Le fait est que l'histoire va leur donner raison, puisque, à quelques exceptions près, la reconstruction, elle démarre vraiment dans les années 1980. Certes, il y a des bâtiments construits dans les années 50-60, mais le vrai effort de construction, c'est la seconde loi de décentralisation de 1982 qui va faire que là, les communes vont se doter d'outils plus récents. Et d'ailleurs, en faisant mon étude, et ça c'est une des caractéristiques de cette relation entre architecture et théâtre, j'ai montré dans ma thèse que les bâtiments qu'on a construits dans les années 80, c'est ceux que voulaient les hommes de théâtre dans les années 50. Entre-temps, il y a eu les années 70 qui voulaient tout à fait autre chose, mais auxquelles on n'avait pas répondu. Pourtant, il y en a eu des expériences. Par exemple, la Maison de la Culture de Grenoble, mais ce n'était pas la seule. Il y a eu aussi à Amiens une petite expérience de morceaux de salle tournante assez étonnante. Cette fameuse salle annulaire de Grenoble en 68 a été détruite au début du XXIe siècle pour en faire un auditorium très cosy, tout en bois. Moi, je m'étais entretenue avec le directeur technique en disant, quand même, hein, voilà, c'est bien dommage, mais tout en comprenant qu'avoir un outil qui ne fonctionne pas ou que personne n'utilise, ça coûte cher et c'est inutile. Il y a vraiment eu un décalage très grand, en fait, entre le temps du rêve d'usage et le temps de sa réalisation. Et ce décalage temporel a fait que certaines choses ne se sont pas rencontrées, en fait. Par exemple, ce bâtiment n'a pas rencontré ses usagers. Aujourd'hui, peut-être qu'on adorerait avoir ça. J'en sais rien. De toute façon, c'est trop tard. Ce que nous révèlent aussi les citations que je viens de vous donner, c'est que les metteurs en scène commencent à prendre un peu la question du lieu théâtral un peu plus en main, en fait, dans la seconde moitié du XXe siècle. C'est pas qu'avant, il n'y avait rien. Il y a eu, comme je vous ai montré avec Max Reinhardt en 1919, des réalisations extraordinaires. Jacques Dalcroze avec Appia, c'était les mêmes années. Mais après, à partir des années 60-70, commence à se formaliser une pensée du lieu scénique chez bon nombre de metteurs en scène, dont Peter Brook, qui d'ailleurs a livré beaucoup de réflexions contradictoires. Je vais vous en montrer un exemple. Par exemple, dans l'espace vide, en 77, je crois que c'est ça, il écrit « Dans d'autres formes d'architecture, il existe un rapport entre la conception consciente et articulée d'une part et le bon fonctionnement de l'autre. Un hôpital peut être plus efficace si sa conception est rationnelle plutôt que confuse. Mais en ce qui concerne le théâtre, le problème ne peut être abordé avec logique. » Bon, c'est pas vrai. Pour avoir eu à dessiner pour mon diplôme et ma 5e année des théâtres, je peux vous certifier qu'une fois qu'on s'est avalé toute la réglementation sur la protection des biens et des personnes, que là-dessus, on a mis ces courbes de visibilité. Il y a des règles auxquelles on ne peut pas déroger. Mais le même Peter Brook, en 70, dans un numéro de l'Archi d'aujourd'hui consacré au lieu théâtral, au lieu du spectacle et beaucoup à la sortie hors des théâtres, c'était quand même le grand thème de l'époque, écrivait « Tant que le comédien improvise, le lieu peut être improvisé. Mais le jour viendra où le théâtre trouvera une signification. Tout de suite, la question d'architecture retombera à sa place. » Bon, il faudrait savoir. Et il écrit d'autres choses sur le fait qu'on ne peut pas comprendre le mystère du théâtre, on ne peut pas percer ce mystère, et donc les architectes ne pourront jamais répondre aux besoins du théâtre. Un autre metteur en scène très connu, Jean Vilar, dans ce texte qui est paru dans le Petit Manifeste de Suresnes, lançait à son tour la critique contre le théâtre à l'italienne en disant « Le théâtre à rampe, le théâtre à herse, le théâtre à loge, le théâtre à poulailler doit disparaître s'il n'est déjà mort. »
Il ne réunit pas, il divise. Et n'est-ce pas le but immédiat d'un théâtre populaire d'adapter nos salles et nos scènes à cette mission? Je vous assemble, je vous unis. Donc Villard, il travaillait dans cette fameuse salle qui a été démolie en 1975 par Fabre et Perrottet, grande salle frontale, 2700 places. Le spectateur le plus éloigné est à 41 mètres de la scène. Voilà. Et ça ne l'a pas empêché de rêver à un projet de théâtre non réalisé avec Édouard Albert, un grand théâtre populaire qui aurait dû être construit à la Défense pour reloger en fait le Théâtre national populaire qui du coup serait resté à Paris et qui aurait accueilli 3000 spectateurs dans cette très grande salle parce que la question du plus grand nombre était encore un peu dans les esprits dans ces années 50. Alors, je ne fais pas dans l'originalité, je vous mets que des best-sellers. Antoine Vitez, L'abri et l'édifice. Autre texte paru également dans l'architecture d'aujourd'hui, qui écrit finalement, il n'y a que deux types de théâtre, l'abri ou l'édifice. Dans l'abri, on peut s'inventer des espaces loisibles, tandis que l'édifice impose d'emblée une mise en scène. L'édifice signifie « je suis le théâtre », alors que l'abri suggère le caractère transitoire des codes de représentation. J'ai mis en vis-à-vis la Grange d'Ivry, puisqu'en fait, ce texte dont on connaît ce fragment, c'est en fait un long article qui revient sur les aménagements du théâtre des quartiers d'Ivry, toujours par Fabre et Perrottet d'ailleurs. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il dit, bon, on avait un abri, on a fait un édifice, on s'est peut-être trompé. Moi, je vous assure que 15 ans après, Valentin Fabre, il en voulait encore à Antoine Vitez, parce qu'ils avaient travaillé la main dans la main, en fait. Ce n'est pas un projet d'architecture qui est tombé sur Antoine Vitez. C'est vraiment, à cette époque-là, on ne passait pas des concours d'architecture. Donc, voilà, ils avaient travaillé ensemble, ils s'étaient choisis. Et puis, une fois que c'est fait, Vitez se dit « Ah, finalement, c'était peut-être mieux avant ». Donc, ce texte, il est un petit peu dur, effectivement, pour les architectes en question. Et il rejoint, parce que disait Niki Rietti, il rejoint mes propres questions, mais au fait, c'est quoi leur problème aux metteurs en scène, en fait, avec les architectures de théâtre? Comme je vous le disais, Gaëlle Breton, dans son ouvrage Théâtre, livre pas mal d'entretiens avec des metteurs en scène, dont Ariane Mouchkine, qui parle, elle, des lieux détournés. Pour elle, rien ne vaut une usine, bien sûr, la cartoucherie. Et pourquoi une usine est-elle un meilleur théâtre que n'importe quel autre endroit? Bien parce qu'elle est faite pour abriter des créations, des productions, des travaux, des inventions, des explosions. En face, la plus célèbre sans doute des scénographies réalisées pour le Théâtre du Soleil, celle de 1975, où l'on voit Guy-Claude François, le scénographe, faire de la scénographie à la pelle mécanique, puisqu'il s'était fait livrer tout un tas de terres. Alors, je me confonds tout le temps. Je ne sais plus si c'est l'IRCAM, si c'est les Halles, enfin bref, c'est ce coin-là. Et donc, toute cette terre avait servi à façonner un paysage dans les deux grandes halles, avec dessus des tapis brosses pour stabiliser quand même ce support. Et donc, oui, dans l'imaginaire collectif, c'est la plus grande scénographie jamais réalisée à la cartoucherie de Vincennes. Et vous voyez, Patrice Chéreau, en 1989, dit un peu autre chose. Il dit, finalement, on revient toujours aux vraies salles de théâtre, car finalement, elles restent l'endroit le plus pratique. À cette époque, il est directeur du Théâtre des Amandiers. Il a fait réaliser l'atelier de décor qui sert actuellement à abriter le théâtre éphémère. Et voilà, dans les années 80, il y a un petit retour, un gros retour à l'outil traditionnel, qui était déjà là d'ailleurs dans les propos de Jacques Lassalle. En 1976, il disait « Nous avons tous rêvé de ce renouvellement permanent des angles de vision dont l'espace éclaté paraissait la première condition. Mais aujourd'hui, dans la perspective d'un théâtre qui ne peut s'achever que dans la conscience même du spectateur, nous pensons que c'est dans le processus global du travail théâtral et pas seulement dans sa mise en espace que cet enjeu trouve sa résolution. Dès lors, la scène frontale peut constituer encore le meilleur de nos supports. Ce que nous exigeons aujourd'hui de l'espace théâtral, c'est moins un lieu modelable à l'infini que des espaces familiers. » On n'a pas encore résolu la question de la salle transformable dans ces années-là, que déjà, on ne la veut plus, en fait. Et c'est vrai que les années 80 vont être le retour à l'outil traditionnel, à la frontalité. D'ailleurs, Ariane Mouchkine, dans cet entretien à Gaëlle Breton, explique que quand elle a commencé à rejouer des pièces de répertoire, à abandonner l'écriture de plateau pour jouer Shakespeare,
Elle a voulu que les gens soient assis en frontal face à la scène et qu'ils ne bougent pas, en fait. Elle parle de l'abandon de cette participation épidermique au profit d'une participation plus intellectualisée. Bon, Jacques Rancière en parle aussi dans Le spectateur émancipé. Et Bénédicte vous en a parlé. Bon, alors, c'est un sujet clivant. Hein. C'est sûr qu'il n'est pas résolu. Mais en tout cas, oui, il y a une rationalisation de l'outil dans ces années-là. Et c'est là où s'accomplit vraiment le projet wagnérien, en fait. Moi, c'est ce qui m'a frappé. C'est que c'est dans ces années 80 où metteurs en scène et scénographes s'affirment dans la pleine puissance de leur travail que le projet wagnérien du chef-d'œuvre, parce que Wagner, c'est quand même die Gesamtkunstwerk, c'est l'œuvre d'art commune, parfaite, où chaque art concourt à l'œuvre, au chef-d'œuvre, eh bien, en fait, c'est ce que vont faire les metteurs en scène et scénographes des années 80. Ils sont très romantiques, en fait. Un siècle après, ils aboutissent ce projet-là. Ce qui est bien que je me suis demandé, et c'était un peu mon dilemme, moi, après mon cours avec Fabre en 1992, est-ce que le Théâtre national de la Colline ne serait pas l'outil ultime? Est-ce qu'on n'aurait pas tout résolu une fois pour toutes avec ce théâtre-là, qui pourtant se loge difficilement dans une parcelle trop petite? Pourquoi? Eh bien, parce qu'on y trouve les deux grandes typologies de la fin du XXe siècle, la salle frontale que vous devinez ici, avec sa cage de scène, son plateau et son gradin. La petite salle transformable, c'est plus Chaillot, là, c'est une petite salle bien maîtrisée pour accueillir le répertoire contemporain. Et puis, parce que la grande salle frontale de la Colline est très transformable, en fait, puisque vous avez toute une partie du gradin que vous voyez ici qui est escamotable, qui permet de faire des configurations multiples, comme le signale Michel Raffaelli dans ses dessins. Il était le scénographe associé à ce projet. D'ailleurs, le Théâtre national de la Colline est tellement représentatif de son époque qu'il illustre désormais le Petit Larousse illustré à la place de la Comédie Française, qui est quand même un signe c'est un modèle générique très, très puissant. Et il y a donc ces contradictions insolubles, signalées par exemple par un René Alliot. René Alliot était le scénographe associé au Théâtre de la Ville, qui avait dessiné quelques projets de théâtre non aboutis, comme par exemple ce théâtre polyvalent en 1955, dont on trouve des versions ultérieures avec Fabre et Perrottet à nouveau, qui a participé donc au Théâtre de la Ville en 68, mais 3 ans avant, qui a réalisé le Théâtre de la Commune d'Aubervilliers, et qui en 87 revient sur tout ça et dit bon, finalement, j'ai compris un jour que le tournevis, c'est bien parce qu'on peut bien visser une vis, que le marteau, c'est bien parce qu'on peut enfoncer un clou, et qu'une clé anglaise, c'est bien parce qu'on peut bien serrer un boulon, mais qu'un outil qui serait à la fois un tournevis, un marteau et une clé anglaise serait un outil encombrant, mal pratique, susceptible de blesser, et qui n'est en aucun cas aussi pratique que chacun des outils évoqués. Lui aussi plébiscite la cage de scène, l'outil traditionnel, en disant au fond, on peut tout faire avec ça. Pourquoi est-ce qu'on a cherché ailleurs? Bonne question. D'ailleurs, René Alliot a vraiment écrit des textes fondamentaux pour la pensée architecturale du théâtre contemporain, que sont Comment construire des théâtres, qui est paru en 1953 dans Théâtre populaire, et Le théâtre comme instrument en 1961 dans ce fameux colloque de Royaumont que j'évoquais tout à l'heure. Niki Rieti aussi, encore lui, en 2006, dans une table ronde qui s'appelle « Dessine-moi un théâtre », qui a été publiée par la revue L'Actualité de la scénographie, qui revient sur les pratiques sociales, l'expérience esthétique, qui dit le théâtre, c'est quand même un rituel qui demande au public l'envie de se trouver dans un endroit exceptionnel. Or, il faut bien dire que la plupart des salles de théâtre modernes sont d'une tristesse telle que l'on n'y va vraiment que pour voir quelque chose, un spectacle, la création d'un tel. Autrement dit, on va au théâtre comme on va au cinéma, et on ne fait plus très attention à tout ce qui environne la sortie au théâtre. Niki Rieti m'avait invité à réfléchir à la scénographie des espaces publics du théâtre à l'italienne, mais il faut savoir qu'autrefois, quand il a commencé sa carrière de scénographe, il travaillait avec André Engel, metteur en scène, et qu'ensemble, ils ont fait beaucoup de théâtre in situ, en s'installant n'importe où, dans des gymnases, dans un haras, dans toutes sortes de lieux non dédiés, en proposant effectivement aux spectateurs des expériences théâtrales inoubliables, comme par exemple ici, un week-end à Yaïk sur les pas de Serge Esnine en 1977, où ils embarquent les spectateurs avec un billet de la
Travel National Service, autrement dit du TNS, puisque ils sont au Théâtre National de Strasbourg, mais ils ne vont pas jouer dans le Théâtre National de Strasbourg. Et ils les embarquent dans 4 bus vers des entrepôts où ils ont aménagé 3 espaces dans lesquels vont se dérouler 3 actions. Les spectateurs sont répartis, tout le monde ne verra pas la même chose, puis après ils les ramènent. Voilà. Et ils poussent très loin, en fait, cette relation spectateur-spectacle. Donc Mickey Rieti, vous voyez, en 2006, il est encore dans cette idée qu'on ne peut pas juste aller voir des spectacles comme on consomme n'importe quel objet culturel. Voilà. Et Jean-Michel Dubois, qui était l'instigateur de cette table ronde, lui, je passe vite sur cette diapo, disait « c'est dommage, on a tout normalisé et on n'invente plus ». Voilà, ce qui est quand même regrettable. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on n'invente plus? Ça, c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette conclusion-ouverture qui est basée sur des travaux auxquels j'ai participé. Et en tout premier lieu, ce qu'évoquait Laure en introduction, les recherches sur le son du théâtre. Alors, pour tout vous dire, moi, je suis arrivée là-dedans avec pour entrer que j'étais absolument incompétente. Alors, ça va vous paraître un peu bizarre. Oui, mais alors moi, je l'avais prouvé. Je l'avais prouvé lors de ma soutenance d'HDR, l'habilitation à diriger des recherches à laquelle participait Marie-Madeleine Mervanroux, qui pilotait ce programme avec Jean-Marc Larue, et qui, le jour de ma soutenance, me dit « Bon, moi, je vous ai bien lu, mais vous ne dites rien sur l'acoustique. » Et alors là, un abîme s'est ouvert sous mes pieds. Je dis, bah non, effectivement, j'y connais rien. C'est clair. C'était aveugle de ma formation d'architecte. Et ouais, je me souviens justement d'un cours d'acoustique avec Fabre. C'était assez drôle. On était avec monsieur Armagnac, leur acousticien. Et on était allé dans un théâtre. On disait, vous voyez, là, je fais comme ça. Son réverbère, là. Non, moi, je ne comprenais rien. Personne ne comprenait rien. C'était très empirique. On n'avait pas les outils de modélisation numérique qu'on a aujourd'hui. Et j'ai quand même proposé, avant même de faire partie de ce programme, un article qui est paru dans Le Son du théâtre, qui s'appelait « Juste pour voir », point d'interrogation, parce qu'en fait, moi, j'étais très scénographe dans ma façon d'aborder le lieu scénique, et quelle est la place du son dans les lieux conçus pour le théâtre. Parce que j'avais vu tous ces projets d'auditorium qui sortaient, notamment la Philharmonie de Paris, dont j'ai eu la chance de visiter la maquette acoustique au 1/10 et de m'asseoir dedans. C'est une très belle maquette qui malheureusement a été détruite. Et je voyais bien que ça ne ressemblait pas au théâtre, pour plein de raisons. Et notamment la mise en question de 2 grands principes fondateurs de la pensée contemporaine du théâtre, d'architecture théâtrale. Le principe de neutralité, c'est-à-dire ne pas entrer en conflit avec l'esthétique de ce qui est présenté sur scène, voilà, neutraliser au maximum. René Alliot lui-même dit « on n'orne pas l'écrin puisque c'est la perle qui compte », il écrit comme ça. Et le principe d'égalité, où l'on voit, par exemple, à la Philharmonie de Paris, que les spectateurs sont répartis sur des balcons, mais avant la Philharmonie de Paris, il y avait quand même eu celle de Berlin, Danz Scharoun, qui expliquait que, selon lui, le modèle du rassemblement, c'était celui du désordre, en fait. C'était celui de ce chaos organisé qu'il a réalisé à Berlin, en répartissant les spectateurs comme ça sur ces différents petits balcons, etc. Donc, des salles qui s'affirmaient par leur esthétique et où le principe de tous voir la même chose en même temps était contredit. Alors, c'est vrai que les auditoriums ne se confrontent pas aux mêmes contraintes que le théâtre, mais quand même, si on pense à la Casa da Musica de Porto, enfin, presque tous, en fait, ils affirment une très grande puissance plastique de la salle qui, petit à petit, trouve sa place aussi dans l'architecture des théâtres. Et c'est la question de l'ornement, en fait. Bien sûr, travailler sur l'acoustique, c'est se poser la question du revêtement des salles. Certes, il y a la géométrie, mais il y a aussi toute la finition. Et depuis très longtemps, on sait que l'ornement a une place très importante dans la qualité acoustique des salles. Je pense aussi qu'on s'est réintéressé à ça parce qu'on a réhabilité tout un patrimoine architectural de salles du passé. À partir de la fin des années 90, il y a eu l'Opéra de Bordeaux, puis tous les autres derrière, ce qui a soulevé d'ailleurs quantité de débats et de colloques sur les théâtres à l'italienne. Et puis aussi parce qu'on s'est un peu questionné sur la valeur immersive de tous ces objets. Vous voyez, moi, quand je compare ces 2 opéras de Bayreuth, le Théâtre des Margraves
à gauche et celui de Wagner à droite, au fond, quelle est l'expérience la plus immersive de ces deux théâtres? Celle d'une salle entièrement ornée où chaque bout du théâtre fait spectacle, ou celle de Bayreuth, de Wagner, où l'on est dans le noir et on est plongé, propulsé vers la scène. Ce sont deux modalités de participation totalement différentes. Et je crois aussi que je commençais à me poser ces questions parce que j'ai vu au début du XXe siècle, XXIe siècle, pas mal de spectacles qui finalement s'accommodaient mal du modèle wagnérien, des spectacles chantiers, des spectacles qui essayaient de venir nous chercher et qui soutenaient mal en fait l'injonction de cette scène face à la salle, tous ces yeux braqués vers eux dans le noir, ça ne correspondait pas à leur esthétique. Je crois qu'aujourd'hui, on est un peu embarrassé aussi avec ce modèle. L'autre intérêt des études que nous avons faites sur le son et l'acoustique, grâce notamment aux recherches sur la salle de Chaillot en 1937, mais aussi sur les auditoriums, c'est de reconsidérer la polyvalence. Alors la polyvalence au XXe siècle, c'est pas bon, hein. Quand on parle des salles polyvalentes, c'est généralement raté. Entre nous, on les appelait les polymerdeuses, hein, ce qui veut quand même tout dire. Donc, c'était pas du tout qualitatif. Mais en fait, nous nous sommes aperçus que si toutes ces recherches ont eu lieu, par exemple, à la Philharmonie de Paris ou au Trocadéro, c'est parce que c'était des salles qui accueillaient des spectacles très différents. À Chaillot, en 1937, on accueille des conférenciers, du théâtre, du cinéma et des concerts d'orgue. Donc, il faut pouvoir réverbérer, si on veut. D'où les chambres d'écho qui sont de part et d'autre et qui permettent d'amplifier, si vous voulez, le volume acoustique de la salle et de créer de la réverbération. C'est exactement ce que fait Nouvelle à la Philharmonie de Paris aussi. De fil en aiguille, on s'est intéressé à ce petit lieu de Dole, parce que Marie-Madeleine Mervanroux est originaire de Dole, et elle nous a dit c'est intéressant, regardons ce que c'est. Signé de Brigitte Métra, qui était l'associée de Jean Nouvel et co-auteur de bon nombre de ces salles de spectacle, où elle s'est vue commander un lieu polyvalent qui doit accueillir du sport, des salons, du théâtre, du concert, debout, assis, etc., en petite jauge, en grande jauge. Et elle propose une boîte à outils qui n'est pas neutre, hein, c'est pas la black box, où les parois que vous voyez sur le côté sont en fait suspendues et mobiles, ce qui fait que quand on veut dilater ou rétrécir la jauge, en fait, on dilate ou rétrécit l'espace et on embarque avec soi tout le confort acoustique puisque ces parois sont traitées pour ça. Donc la polyvalence, au fond, est aussi un support d'invention très intéressant et qui reste investi par les architectes, comme on peut le voir ici à Dole. Et ça, ce sont différentes configurations. Vous pouvez retrouver tous ces documents sur le site de Brigitte Métra Associée. L'autre publication, enfin l'autre travail, c'est une publication à venir faite avec mon collègue Raphaël Magroux, qui s'appelle Lieu de spectacle, architecture en devenir, où Raphaël Magroux a fait plusieurs entretiens avec des metteurs en scène comme Ivo Vanov. On voit ici le lieu qui s'est fait construire à Amsterdam. Donc, il y a des architectes, enfin, il y a des artistes qui se font construire des lieux par des architectes. Et ce lieu est étonnant, il est très, très large, très ouvert et peu profond. Avec Ostermayer aussi, qui raconte comment il s'est installé à l'achat au Buneux, qui n'a pas été conçu pour lui et comment il se l'approprie. On rend compte aussi du peut-être futur projet de la Cité du Théâtre. Ça, on verra ce que l'avenir nous dira. Mais je trouve surtout intéressant son article sur la black box, précisément. Ça y est, on l'a, notre toit, sol et murs que voulait Craig. Voilà, on a un lieu dans lequel on peut tout faire. Et bizarrement, on n'est pas content. Ça, on aurait donné ça à Jean-Marie Serrault dans les années 70, il aurait adoré. En fait, ce sont des lieux des années 70 que nous faisons en 2020. Et on a toujours ce petit problème de décalage. Mais architecturalement parlant, est-ce que c'est satisfaisant? C'est pas sûr. En tout cas, je n'ai pas trouvé beaucoup de commentaires élogieux pour dire « Ah, les black box ». Voilà, on verra ce que l'avenir nous dira. On peut en discuter. Et pour finir, sur les usages, je voudrais juste rendre compte d'un article dans un livre que j'ai co-dirigé avec Pauline Bossé et Cyril Triolaire, un article d'Aurélie Mouton-Rezouk
qui attire notre attention sur les espaces autres et donc les fonctions autres qu'endossent aujourd'hui un certain nombre de lieux culturels et théâtraux notamment. Et elle parle notamment des potagers sur le toit du théâtre du T2G, du théâtre de Gennevilliers, nous invitant à réfléchir en fait à cette autre occupation des espaces du théâtre. Et là aussi, c'est une histoire ancienne. Je terminerai là-dessus, puisque tout au long du XXe siècle, on a réfléchi à une solution pour que le théâtre ait une vie diurne, dynamique, accueillante. Et aujourd'hui, on y accroche de nouveaux questionnements. C'est exactement ce que faisaient mes étudiants quand je leur disais « Dessine-moi le théâtre de tes rêves ». Ici, c'est le rêve de Joe Trehar en 1963 pour le théâtre de Caen, qui deviendra Maison de la Culture, dans lequel il imagine des parties publiques où il va se passer plein de choses en même temps, des expositions, des enregistrements d'émissions de radio ou télévisuelles, des lectures de spectacles et même des salles à ne rien faire, ce qui était quand même un beau programme. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci.